Tu ne t'es peut-être jamais demandé pourquoi tu avais autant de mal à demander de l'aide, pourquoi recevoir te mettait mal à l'aise, et pourquoi tu préfères gérer seul même quand tu es épuisé. Parce qu'aujourd'hui, l'hyper-indépendance est devenue une qualité admirée. On valorise les femmes fortes, les hommes forts, ceux qui encaissent, ceux qui gèrent, ceux qui ne demandent rien à personne. Mais il y a une question que peu de personnes se posent. Et si cette indépendance n'était pas toujours une liberté? Tu t'es peut-être pas construit pour être indépendant, tu t'es peut-être construit pour ne plus jamais avoir à dépendre de quelqu'un. La différence entre les deux peut littéralement changer toute ta vie relationnelle. Parce qu'il existe une énorme confusion entre l'indépendance saine et l'autonomie traumatique. Je le sais parce que je l'ai vécu pendant de nombreuses années. Beaucoup de mes clients sont également dans cette situation. Beaucoup de personnes pensent être libres alors qu'elles sont simplement dans un mode de survie émotionnelle depuis des années. Il y a ce gap entre « je peux être seule » et « je ne me sens en sécurité que seule ». Reste bien jusqu'à la fin parce que le mécanisme dont on va parler aujourd'hui influence tes relations, ton business, ton leadership, ta capacité à recevoir, ton magnétisme également, et la façon dont ton système nerveux vit l'amour. Comment naît cette hyper-indépendance? Déjà, aucun enfant ne naît en disant « je vais gérer seul ». On est bien d'accord. Un enfant est naturellement conçu pour le lien, pour la sécurité, pour la co-régulation émotionnelle et la dépendance saine. Et oui, il existe des dépendances saines. Mais certains enfants grandissent dans des environnements où leurs besoins émotionnels deviennent compliqués à exprimer. Alors ils apprennent très tôt à ne pas déranger, à ne pas demander, et ils ont appris à gérer seuls. C'est souvent une parentalisation précoce. Parfois, ils deviennent émotionnellement adultes avant l'heure. Ils rassurent leurs parents. Ils absorbent les tensions. C'est aussi souvent des enfants qui sont dits faciles, matures, très responsables. Il ne fait jamais de bruit, il est tellement calme. Et le cerveau comprend, à cet âge-là, quelque chose qui est extrêmement profond et qui va s'ancrer. Je suis plus en sécurité quand je ne dépends de personne. Le problème, c'est que ce mécanisme de survie finit par devenir une identité. L'autonomie traumatique, c'est quand le contrôle remplace le lien. Certaines personnes savent tout gérer, sauf le fait d'être soutenues. Elles peuvent porter des responsabilités énormes, prendre soin de tout le monde, gérer des crises, être performant, fiable, admiré, résilient. Mais dès qu'une relation demande de relâcher un peu le contrôle, il y a quelque chose intérieurement qui se crispe. Recevoir devient inconfortable. Est-ce que ça vous rappelle des personnes que vous connaissez, ou peut-être même vous-même? Quand quelqu'un aide sincèrement, elle culpabilise. Quand quelqu'un prend soin d'elle, elle minimise. Et quand quelqu'un devient fiable, la personne reste tout de même sur ses gardes. On ne sait jamais, je me suis déjà fait trahir. Parce qu'au fond, encore une fois, le système interne, le système nerveux ne s'est pas construit autour de la sécurité relationnelle. Il s'est construit autour de l'anticipation. Ça crée une fatigue invisible, chronique, la fatigue de ceux qui ont appris à être leur propre refuge en permanence. J'aimerais qu'on évoque aussi dans cette vidéo un point important. C'est celui du mythe de la personne forte. C'est un détail qu'on remarque pas immédiatement. Quand tu passes des années à devenir celui ou celle qui gère tout, tu envoies inconsciemment ce signal autour de toi. Tu deviens le pilier, le stable, la personne solide sur qui on peut compter. Et souvent, les relations commencent à s'organiser autour de ça. Tu attires des personnes qui ont besoin d'être rassurées, des personnes qui sont potentiellement émotionnellement indisponibles, des personnes
qui prennent beaucoup de place sans réellement porter le lien avec toi. Et ce qui est le plus troublant, c'est que ce schéma paraît familier, presque normal. Pas parce qu'il est sain, mais parce qu'il ressemble à ce que ton système nerveux connaît déjà. On va toujours vers ce qu'on connaît, même si c'est inconfortable et pas forcément bon pour nous. Ça nous maintient dans cette survie. Beaucoup de personnes disent vouloir une relation équilibrée, mais se sentent paradoxalement utiles et réellement aimés que quand ils sont justement dans ce service, dans le fait de tenir, d'être cette personne forte. Et le plus fou, c'est que ces personnes, dans cette autonomie dite traumatique, sont souvent extrêmement admirées extérieurement, mais profondément fatiguées intérieurement. Cette perte de sens, parce qu'elles ont transformé la vigilance en personnalité. Et elles ne peuvent pas être dans le calme. Il y a plusieurs piliers. C'est un petit peu comme un labyrinthe, le schéma de l'hyper-indépendance. Je dirais qu'il y a un premier pilier qui se crée, c'est le fait, comme nous l'avons dit plus haut, d'apprendre très tôt que compter sur quelqu'un peut décevoir, blesser ou donner lieu à un abandon. Le deuxième pilier, donc la deuxième marche qu'on peut retrouver, c'est que la personne, dans cette autonomie, dans ce type d'autonomie, développe l'idée de je dois me débrouiller seule. La marche d'au-dessus, vous devenez extrêmement autonome, performant, capable. L'étape d'après, le pilier d'après, les autres commencent à vous percevoir comme une personne forte, solide, indépendante. Alors on vous donne encore plus à porter. Vous finissez par ne plus savoir comment demander, comment recevoir, comment vous sentir en sécurité dans la vulnérabilité. Votre cerveau conclut, tu vois, je suis mieux seule. Je dois continuer à tout gérer. Je ne peux compter que sur moi. Et le schéma recommence. Le problème, c'est que ce mécanisme finit parfois par créer exactement ce qu'il essayait d'éviter. C'est la solitude émotionnelle. Le vrai prix que coûte cette autonomie, c'est pas seulement cette solitude émotionnelle. C'est la tension intérieure permanente. Le fait d'avoir du mal à relâcher et de croire que demander affaiblit. Le fait de se sentir plus en sécurité dans le contrôle que dans la confiance. Donc il y a tout un chemin vers la confiance, vers cette sécurité intérieure à venir entraîner. C'est tout à fait possible. Il y a surtout cette sensation étrange d'être admiré pour sa force, justement pour ce masque, pour cette armure qui a été construite, tout en se sentant profondément seul intérieurement et vulnérable aussi intérieurement. Parce qu'à force d'être la personne forte, certaines personnes finissent par ne plus savoir où elles peuvent déposer leur propre fatigue, qu'elle soit émotionnelle, psychique, énergétique, physique. Je reçois de nombreux clients qui me disent « je me sens mieux seule, je me recharge dans cette solitude ». C'est complètement OK, il y a différents caractères. Souvent, ce qu'elles veulent dire inconsciemment quand on avance dans l'accompagnement, c'est « je me sens plus en sécurité quand je n'ai besoin de personne ». C'est pas la même chose. Parce qu'être seul évite la déception, la dépendance, le rejet, la vulnérabilité, la possibilité aussi d'avoir besoin. Sauf qu'à long terme, ce mode de survie crée aussi cette fatigue émotionnelle, cette hypervigilance qui puise beaucoup d'énergie, cette difficulté à recevoir. Et ça, vous pouvez le retrouver dans toutes les sphères de votre vie. Parce qu'une difficulté à recevoir au niveau relationnel peut éventuellement aussi avoir un impact au niveau de votre abondance, de relations où la personne continue inconsciemment à porter tout le poids émotionnel des deux personnes. Le lien n'est pas harmonieux. Elles ne savent plus vraiment comment se sentir calmes dans une relation où elles n'ont rien à prouver. Souvent,
on estime qu'il faut essayer de penser différemment, d'analyser davantage le pourquoi du comment, de devenir encore plus fort. Mais ce n'est pas au niveau mental que ça va se résoudre. Encore une fois, ce n'est pas logique, c'est émotionnel, c'est énergétique, c'est nerveux. Votre cerveau n'essaie pas de vous punir, il essaie de vous éloigner de ce qui pourrait, être en dehors de la survie. C'est-à-dire ce qu'il considère comme pouvoir être une douleur mortelle, que ce soit la douleur, la souffrance, la déception, l'humiliation, la sensation d'abandon, parce que votre système nerveux associe cette dépendance à un danger. Donc, il se sent protégé dans ce contrôle, même si ça crée de la solitude. Voici une question que tu peux te poser. À quel moment ai-je commencé à croire que dépendre des autres était dangereux? Parce que choisir la solitude, c'est différent de ne plus savoir se sentir en sécurité dans le lien. La libération, c'est pas de se sentir plus fort. C'est réaliser qu'on n'a pas besoin de survivre dans toutes les relations. L'autonomie traumatique ressemble souvent à une force vue de l'extérieur. Mais intérieurement, c'est épuisant. Ça vide. Et peut-être que la libération vient aussi dans le fait de redevenir capable de faire confiance, de recevoir, de se déposer, de revenir à l'intérieur de soi et de comprendre que le lien n'est pas forcément un danger. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver un audio pour vous accompagner sur ce chemin, un audio offert que vous retrouverez dans la description. N'hésitez pas à venir aussi me contacter en message privé. Il y a tous mes réseaux qui sont indiqués également dans la description si vous avez envie d'aller encore plus loin et de vous libérer de cette autonomie et de cette solitude. Merci infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.